ora la parola al secondo relatore, il professor Rodondi. Il professor Rodondi è medico e primario del Policlinico Medico e della Clinica Universitaria di Medicina Interna Generale all'Inselspital di Berna. I suoi campi di interesse sono nella ricerca, la prevenzione e lo screening. Il suo ambito di studio è anche il potenziale sovraconsumo di test diagnostici e l'utilizzazione appropriata dei farmaci, in particolare nelle persone anziane. Egli ci introdurrà nel tema et gli passo volentieri la parole. Chers collègues, chers membres du comité, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais parler d'un sujet assez complexe et qui nous concerne beaucoup ces prochaines années. C'est avec l'augmentation des patients âgés. On a une grande augmentation de la multimorbidité et aussi du problème de la polypharmacie. Le grand challenge, le constat est bien connu, mais est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on pourrait réduire cette polypharmacie qui a aussi des conséquences importantes sur la santé, avec notamment beaucoup aussi de soins ou de traitements inappropriés chez ces patients âgés qui sont souvent aussi inclus dans la campagne Choosing Wisely. Le plan de la présentation, à mon avis, on a surtout 3 grands challenges pour le futur des systèmes de santé dans les pays développés. C'est l'augmentation de ces patients multimorbides avec l'augmentation de l'âge de la population, avec aussi indirectement lié, mais aussi lié à une augmentation de la surmédicalisation dans les données. Et un challenge aussi pour le futur, pour répondre à éviter aussi que cette surmédicalisation augmente, le risque de la baisse actuelle qu'on a en Suisse, pronostiqué pour les 20-30 prochaines années de médecins de famille qui jouent souvent, même si ce n'est pas sous une forme d'assurance très stricte, mais jouent un certain rôle de gatekeeper par rapport à la coordination des soins et parfois la surutilisation. Après, je parlerai du lien entre la multimorbidité et la polypharmacie, assez brièvement, c'est assez clair. Et puis, après, de quelques projets qu'on a pour essayer de réduire la polypharmacie et la surmédicalisation dans différents pays d'Europe, quel est le rôle, il y a, je pense, quelques collègues installés qui sont là, quel est le rôle comme médecin de famille pour prendre en charge ces patients multimorbides. Je pense qu'il y a aussi une place très importante de la recherche, parce qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de projets de recherche pour ces patients, pour essayer de réduire ce problème de polypharmacie, et quelques issues critiques, à mon avis, pour ces prochaines années en Suisse. On dit, c'est juste le lien entre la multimorbidité et la polypharmacie. J'aurais pu en prendre d'autres. C'est juste des données suisses ici qu'on a catégorisé là toute une série de patients. Vous voyez 1000 patients tirés au hasard. Excusez. Est-ce qu'on peut revenir en arrière sur cette présentation? Voilà. Il n'y a pas de pointeur ici, où il y a un pointeur. Si je touche, ça change tout. Ouais, vous voyez ici, sur cet axe, on a le nombre de maladies. Ici, le pourcent de patients qui ont différents nombres de médicaments. Vous voyez ceux qui n'ont pas de médicaments, c'est que des médicaments chroniques. Ceux qui ont 1 à 4 médicaments, ceux qui ont 5 à 9 médicaments. Mes profs de pharmacologie disaient qu'au-delà de 5 médicaments, on ne contrôle plus on contrôle très difficilement les interactions, et les patients qui ont plus de 10 médicaments. Et vous voyez qu'avec le nombre d'augmentation du nombre de maladies, par exemple, si vous êtes à 3 maladies chroniques, ce qui est assez fréquent chez les personnes âgées, il y en a déjà 50% qui ont plus de 5 médicaments par jour, la colonne bleue. Si vous avez à 5 maladies, vous avez déjà presque 10% de ces patients, c'est des patients ambulatoires, là, ils ne sont pas hospitalisés, qui se trouvent avec 10 médicaments chroniques au long cours, avec des conséquences en termes d'interaction et aussi d'effets secondaires. Encore plus impressionnant est cette étude en Suisse, dans les EMS du Jura. Ils ont screené dans les EMS du Jura combien les patients avaient de médicaments chroniques par jour. Et la moyenne, c'était 13 médicaments chroniques par jour. Il ne s'agissait pas des médicaments aigus. Et ils avaient entre 2 et 27 médicaments chroniques prescrits au long cours dans les EMS dans les dernières années de vie. On peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on améliore vraiment la santé de ces patients dans leurs dernières années de vie en leur prescrivant 13, ce n'était pas les tablettes, c'est 13 substances différentes par jour. Donc, il y a de la marge d'amélioration au niveau international, mais aussi certainement en Suisse. Un problème, je pense qu'on a aussi comme médecin praticien en soignant ces patients âgés, c'est qu'on sait que
La plupart de ces patients âgés, 60%, ont une multimorbidité, souvent définie par 2 maladies ou plus. Le problème, toutes les guidelines, les recommandations qu'on utilise, ils ont pas une bonne validité sur ces patients. Parce que ces patients-là, ils sont pratiquement systématiquement exclus de toutes les études randomisées sur les médicaments. Et c'est ce papier du JAMA qui a montré que dans les 15 dernières années, 63% des études excluaient de toute façon les patients qui avaient plus d'une maladie. Ils ne pouvaient même pas entrer dans l'étude. Il n'y avait que 2% des études qui disaient qu'ils souhaitaient inclure des patients avec plus d'une maladie. Ce qui fait que toutes les études randomisées, c'est la base de ce qui fait les recommandations dans les guidelines. Vous obtenez le niveau d'évidence le plus élevé que si vous avez montré ça par une étude randomisée. Mais toute cette évidence s'applique surtout aux patients avec une seule maladie, alors que la grande majorité de la population, notamment chez les patients âgés, a plus de 2 maladies. Et on n'a pas de guidelines actuellement pour ces patients qui ont plus d'une maladie. Et je pense que c'est une des causes aussi qui favorise la surmédicalisation. Il y a des fameux papiers du JAMA qui montrent que c'est un patient âgé de, je crois, 70 ans qui a 4 maladies. Si on lui donne tous les médicaments recommandés dans les guidelines, il se retrouve avec 15 médicaments par jour, automatiquement, sans même avoir de maladie aiguë. Donc, c'est un grand challenge au quotidien d'essayer d'avoir plus de preuves sur qu'est-ce qui bénéficie vraiment à ces patients qui ont plus d'une maladie. Ça a aussi des conséquences, ce n'est pas non plus seulement théorique, ça c'est un pooling de différentes données, de différentes études. On a regardé le nombre de prescriptions inappropriées qui étaient faites chez les personnes âgées. Vous voyez, les chiffres sont assez impressionnants, hein. Ça, c'est les critères STOP, c'est les médicaments qui n'ont pas de bénéfice. Dans les soins de premier recours, c'est une enquête qui a été faite sur 6 pays. On trouvait 20% de patients qui avaient des médicaments inappropriés, à l'hôpital 35%, et comme je l'ai montré avant en Suisse, mais aussi dans les autres pays, 60% dans les EMS qui avaient des médicaments inappropriés. Il y a aussi, comme Wendy Levinson l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi le problème de la sous-utilisation, qui est aussi, à mon avis, on le voit dans cette donnée, plus fréquent chez ces patients multimorbides âgés. Quand on va se retrouver à 11 médicaments par jour, même s'il y en a un qui est vraiment indiqué, est-ce qu'on va rajouter encore un 12e médicament par jour? Et on voit que cette population de patients multimorbides est aussi touchée par la sous-utilisation, probablement dans le contexte de la multimorbidité et de la difficulté d'adapter le traitement. Ça a aussi des conséquences claires pour les coûts de la santé, hein. On voit les patients qui après une sortie d'hôpital, il y a jusqu'à 30% des patients de plus de 8 ans qui sont réadmis dans l'année à cause d'un effet secondaire d'un médicament, donc un patient sur 3. On voit que 47% de ces admissions liées aux effets secondaires des médicaments seraient évitables en arrêtant le médicament. Ça cause quand même 3% des morts, juste dû aux effets secondaires des médicaments. Ce n'est pas la cause principale de la mortalité en Suisse, mais c'est quand même pas négligeable pour quelque chose qui est entièrement induit par les traitements. 5% des morts à l'hôpital sont dues aux effets secondaires des médicaments. Et il y a des estimations qui disent que c'est jusqu'à 20% à peu près des coûts. Mme Levinson a aussi présenté d'autres chiffres, jusqu'à 30% liés au surtraitement. Donc, il y a un vrai problème et la question, c'est comment adresser ce problème. Et là, c'est clair que Choosing Wisely a un rôle important, identifie beaucoup de ces médicaments inappropriés. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut aussi essayer d'aller plus loin, d'avoir encore des outils en plus pour pouvoir accélérer encore ces changements, de réduire cette polypharmacie et les conséquences surtout qu'ils ont sur les patients. Il y a eu beaucoup d'études sur les outils par ordinateur pour essayer d'améliorer la qualité des prescriptions, des systèmes, par exemple, dans les hôpitaux qui sont disponibles. Il y a des interventions aussi. Les pharmaciens regardent les soins des patients et aussi quelques études qui s'intéressent à des prises en charge multidisciplinaires pour essayer de réduire la surmédicalisation. Le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on ne sait pas, il n'y a pas de gold standard pour dire quelle est la méthode qui permet vraiment d'adresser le problème de la surmédicalisation. L'autre question aussi qu'on nous pose souvent, des collègues disent, oui, mais écoutez, c'est très théorique de vouloir changer ces médicaments. Est-ce que vous avez une preuve que de changer les médicaments, non seulement vous allez réduire les coûts, ce qui intéressera les politiciens, mais est-ce que vous allez aussi améliorer le pronostic des patients? Et là, ils ont raison qu'actuellement, on n'a pas encore, même si théoriquement, il y a un grand potentiel, il n'y a pas encore vraiment de preuve que de réduire ces médicaments, ça peut améliorer le pronostic, même si ça fait tout à fait sens. C'est essentiellement lié qu'il y a eu extrêmement peu d'études dans le domaine, hein. Comme a dit Wendy Levinson tout à l'heure, il y a eu énormément d'études pour augmenter tout ce qui manquait, résoudre le underuse,
mais pratiquement aucune étude qui s'est adressée au overuse, des études randomisées où on montre qu'on améliore la santé des patients. Par exemple, combien d'études on a trouvé que 2 études randomisées qui ont vraiment essayé de réduire les prescriptions inappropriées chez les personnes âgées. Vous pouvez voir les résultats, qui ont des résultats qui vont heureusement dans la bonne direction. Là, dans cette étude, 400 patients, ils avaient 80% de réduction des hospitalisations liées aux médicaments. Dans cette étude ici à Boston, là, ils avaient diminué de 8 à 1% le nombre d'urgences liées aux effets secondaires des médicaments. Donc, ça va dans la bonne direction. Comme j'ai mentionné, il y a peut-être un peu complexe, il y a beaucoup de limitations, c'est des études très locales, donc on n'a pas encore de preuves au niveau plus large, mais au moins le potentiel va dans la bonne direction. Dans ce contexte-là, on est en cours actuellement, on a dans 8 pays européens de faire une grande étude. On a fait un consortium sur la multimorbidité avec une quarantaine de chercheurs de différents pays pour essayer d'évaluer la multimorbidité, la polypharmacie. Et puis, on fait aussi une étude randomisée avec 2000 patients où on essaye de réduire les médicaments inappropriés pour voir si avec la réduction des médicaments inappropriés, est-ce qu'on arrivera à... c'est l'intervention, peut-être j'ai sauté un peu l'intervention, hein, c'est une équipe multidisciplinaire entre un pharmacien et un médecin, avec l'aide aussi d'un programme qu'on a développé pour évaluer les médicaments inappropriés, qui essaye de tester dans la moitié des patients si cette intervention multidisciplinaire plus ce programme permet de diminuer les médicaments inappropriés, pour surtout voir si on arrivera avec ça à diminuer les hospitalisations, augmenter la qualité des soins, diminuer les chutes chez les patients âgés et aussi diminuer les coûts des soins. On a aussi toute une partie où on compare avec des analyses complexes quelles sont les interventions où les patients multimorbides ont vraiment un bénéfice pour leur santé, par exemple, les troubles de la cognition. Est-ce que des exercices de mémoire sont plus efficaces que les médicaments qu'on donne pour la démence? Actuellement, il n'y a pas d'études qui comparent ces deux méthodes et ces nouvelles méthodes de méta-analyse en network permettent de faire des comparaisons indirectes pour comparer notamment, on veut comparer toutes les interventions médicamenteuses versus les interventions non médicamenteuses pour voir est-ce que peut-être les interventions non médicamenteuses sont peut-être plus efficaces ou aussi efficaces et surtout n'ont pas des effets secondaires des médicaments. Ça, c'est ce qui est prévu ces prochaines années. Un des challenges, je pense, pour m'adresser peut-être plus au quotidien des gens qui prennent en charge ces patients multimorbides, à mon avis, ceux qui sont médecins de famille ou qui sont impliqués dans la prise en charge des patients comme généralistes, comme infirmières à domicile, je pense qu'il y a un rôle très important chez les patients multimorbides. Il y a une étude un petit peu extrême, mais c'est toujours intéressant de montrer des exemples que les gens retiennent. C'est un exemple qui nous vient souvent, comme toujours, des États-Unis. Ils ont regardé combien de médecins étaient impliqués pour les patients âgés dans les soins euh, chroniques au fil d'une année. Medicare, c'est les patients qui ont plus de 65 ans. Ils ont regardé les patients qui avaient une maladie. Ceux-là, ils étaient suivis en moyenne par 4 médecins en moyenne par année. Le gros problème, c'est là, quand vous avez plus d'une maladie, avec 5 maladies, ils voyaient en moyenne, hein, ce n'est pas le maximum, c'est la moyenne, 14 médecins par année qui les suivaient. Et c'est clair, là, il y a un grand risque de mauvaise coordination des soins qui augmente les effets secondaires. Ils ont aussi comparé à l'intérieur des États-Unis, est-ce que le rôle d'avoir un médecin de famille en ambulatoire, un généraliste à l'hôpital a probablement aussi le même effet, mais ça s'était focalisé sur les médecins de famille. Quel était l'impact si on comparait les différents États? Est-ce qu'on diminuait ces problèmes de manque de coordination? Et ces études écologiques ont certaines limitations, mais montraient qu'il y avait un clair lien entre le nombre de médecins de famille, l'augmentation de qualité des soins, la diminution d'hospitalisation, la diminution des urgences et la diminution des coûts. Donc, je pense que chez ces patients âgés, la coordination des soins est vraiment un point essentiel pour adresser la surutilisation. Et on ne va pas réduire les coûts avec ça, mais diminuer en tout cas l'augmentation des coûts prévus ces prochaines années. Le problème qu'on a en Suisse, on a un rôle essentiel auprès des étudiants, là, notamment dans les cours qu'on donne en médecine de famille à Berne, c'est d'essayer d'aller contre l'évolution naturelle actuelle qui est en Suisse d'une grande diminution du nombre de médecins de famille pour ces 20 prochaines années,
probablement une augmentation du besoin de consultation à cause de l'âge de la population. Il y a plus de patients multimorbides. Et si vous regardez la structure d'âge des médecins de famille qui a été évaluée il y a 2 ans, en Suisse, on a 30% des médecins de famille qui ont plus de 60 ans, 20% seulement qui ont moins de 45 ans. Donc, il y a une grande possibilité de carrière pour les jeunes qui voudraient faire médecin de famille. Mais c'est effectivement, la pyramide est complètement inversée et vraiment dans un sens très défavorable. Et c'est un gros challenge avec ça. Et je pense que ce manque de médecins de famille pourrait péjorer encore la coordination des soins et encore rendre plus difficile, plus de problèmes de surmédicalisation. Je me suis dit, s'il y a des médecins praticiens, ils vont trouver ça très théorique. Est-ce qu'il y a des exemples concrets ou au quotidien où ils peuvent faire quelque chose? Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est la prise en charge des problèmes de cholestérol. Et on sait que là, c'est quelque chose où au quotidien, les médecins de famille peuvent influencer. On a des médicaments extrêmement efficaces qui préviennent les maladies cardiaques. La question, c'est est-ce qu'ils sont utilisés chez les bons patients? Ça, c'est une étude qu'on avait faite, c'est sur Lausanne, mais je ne suis pas sûr que ça soit mieux dans les autres villes de Suisse. 2100 patients tirés au hasard dans la population avec dyslipidémie. On les a catégorisés en différents groupes, ceux qui ont un haut risque de maladie cardiaque, ceux-là ont clair bénéfice des médicaments de type statine, le groupe intermédiaire, un peu plus controversé, et puis les bas et les très bas risques, ceux qui n'ont aucun bénéfice de ces traitements. On avait regardé combien disaient qu'ils étaient traités, c'est les patients qui rapportaient qu'ils prenaient régulièrement des statines. C'est vrai qu'on serait attendu que les gens à haut risque, on devrait plutôt être vers 90-100%, parce que ceux-là en bénéficient clairement. Comme vous voyez, le groupe qui en prenait le plus régulièrement, c'était les gens à bas et à très bas risque qui n'ont aucun bénéfice. Il n'y a aucune étude chez ce groupe de patients d'un bénéfice de ces statines, mais 1 sur 2 rapportait qu'ils prenaient chroniquement une statine. Et effectivement, alors c'est clair, là, ce n'est pas que la faute des médecins de famille ou des médecins qui leur prescrivent, c'était ce que les patients prenaient régulièrement. Et c'est clair qu'il y a aussi certainement des problèmes de compliance des patients après infarctus à qui on avait prescrit des statines, mais qui pour des effets secondaires ou des doutes sur le bénéfice les avaient arrêtés. Donc on voit qu'au quotidien aussi, il y a des choses qu'on peut aussi améliorer rapidement. Peut-être pour des raisons de temps, je vais peut-être sauter celui-là. Malheureusement, ce n'est pas coordonné avec Wendy Levinson, là, mais j'ai extrait du rapport de l'OCDE qu'elle a cité, là, le rapport qui est excellent pour tous les gens qui s'intéressent à Choosing Wisely, je vous conseille. En plus, nos présentations, d'aller lire ce rapport, Taking Wasteful Spending, là, ce qu'elle a montré aussi dans sa conférence. Et ils ont fait toute une série de suggestions pour limiter le problème de la surmédicalisation. Et comme on voit, ce n'est pas un problème où il y a une recette magique ou Choosing Wisely seul pourrait résoudre, ou les politiciens auraient une baguette magique pour résoudre le problème de la surmédicalisation. Ils mettent en avant qu'il faut un panel de mesures pour réussir à adresser ce problème de la surmédicalisation. Je ne vais peut-être pas aller dans les détails, mais par exemple en Suisse, un des grands challenges, c'est quelle est la qualité des données. On n'a pas de données pratiquement sur la surmédicalisation. Le Tessin là, est très en avance avec le projet de Luca Gabouty et des hôpitaux cantonaux où vous mesurez le taux de surprescription à la sortie, mais au niveau national, il y a pratiquement extrêmement peu de données. On a des bonnes données hospitalières grâce au DRG, mais on a des très mauvaises données ambulatoires. On aimerait bien que les assurances participent plus. Il y a des membres des assurances dans la salle pour fournir ces données qu'ils ont sur l'ambulatoire pour pouvoir avoir un levier après mesurer la surmédicalisation en ambulatoire. C'est ce qu'il y a aussi en parenthèse, ils avaient regardé combien de pays avaient déjà ce genre de mesures. Pour les variations dans les interventions, c'était 10 pays. Et la mesure des soins à basse valeur ajoutée, des soins qui n'apportent pas de bénéfice aux patients, c'était 0 pays sur 35 qui ont des mesures systématiques de ces soins. Les coûts, c'est clair que ça, c'est aussi une des choses importantes à adresser. Je pense là, le Health Technology Assessment, le Swiss Medical Board, voilà, ce genre d'approche peut aider aussi à éviter que certaines pratiques aillent dans la mauvaise direction sur le marché, notamment tous les nouveaux traitements. Un des challenges pour ça, pour que l'acceptance soit bonne auprès des médecins, il faut vraiment que la qualité scientifique et l'indépendance, c'est à mon avis un petit peu dangereux quand le gouvernement tout seul fait ce genre de recommandations. Je pense que ça devrait se faire en groupe, en partenariat pour que c'est un impact vraiment et que ça soit aussi suivi après par les médecins. Les génériques, je crois en dire après, là c'est clair qu'on a un énorme potentiel en Suisse. Et puis je pense qu'il y a des mesures plus générales qui sortent de ce rapport, quoi.
comme diminuer la surmédication, de renforcer la médecine de famille. Les top 5 de Choosing Wisely sont aussi dans ce rapport. Excusez la séance sur 35. Le e-health pourrait augmenter le partage de l'information et de rembourser les soins de haute qualité au lieu de rembourser le volume. Ça, voyez juste, je fais rapidement, mais les génériques en Suisse, Angleterre 84%, Suisse 24,5%. On est tout en bas, là il y a de la marge d'amélioration pour diminuer les coûts. L'autre chose pour la recherche, je suis bientôt à la fin de mon talk, mais je pense que la recherche peut aussi aider. Là, c'est une étude, on a regardé le médicament le plus fréquemment prescrit aux États-Unis, le médicament pour substitution d'hormones thyroïdiennes pour la thyroïde, premier médicament prescrit aux États-Unis, 120 millions de prescriptions par année, troisième en Angleterre, une augmentation forte ces dernières années. Selon les guidelines, tous les gens qui ont une légère anomalie de la TSH doivent être traités, 9 sur 10 doivent être traités. Et on a montré, là c'est dans le New England Journal of Medicine, on a regardé quel était l'impact sur les patients, sur la qualité de vie, sur la fatigue. Vous voyez que vous êtes dans le groupe placebo ou traité. Vous avez une petite amélioration au début, mais vous suivez exactement la même courbe. J'ai peut-être sauté ça pour des raisons de temps, mais je dirais les points critiques, à mon avis, en Suisse, pour essayer d'adresser ce problème, je pense qu'une meilleure coordination des soins peut certainement aider, de renforcer la médecine de premier recours, tant à l'hôpital que les médecins de famille, pourrait aider à réduire la surmédicalisation. Il faut qu'on ait des meilleures données, mais pour le moment, il n'y a pas encore de plan très clair. Il y a un fonds national, mais qui s'arrête dans 4 ans. On doit investir dans la recherche pour identifier, faire des études pour améliorer les soins, et puis de promouvoir les soins de haute qualité au lieu d'actuellement de soutenir surtout plus vous faites de quantité à l'hôpital, en ambulatoire, plus vous êtes remboursé, et puis aussi dans le but d'éviter un rationnement des soins qui serait défavorable à tous. Merci de votre attention.